Quand vous passez des années à prendre soin des autres, on vous qualifie de bienveillante. Quand vous donnez le reste de votre argent, on vous qualifie de généreuse. Quand vous faites la lessive, la cuisine, que vous gardez les enfants pendant qu'ils vivent leur vie, on vous qualifie de serviable. Et quand vous devenez gênante, ils oublient simplement de vous appeler. Ils ont organisé une fête pour mon arrière-petite-fille, avec des ballons, un gâteau, des guirlandes de tulle rose, avec des photos sur un ruban où le bonheur semblait répété. Et sur toutes ces photos, pas un seul souvenir de moi. Pourtant, c'est dans ma maison que ses premiers pas ont résonné sur le sol. Ce sont mes bras qui l'ont bercé la nuit, pendant que sa mère se fatiguait de la maternité entre les écrans et les cocktails. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé pour demander pourquoi. J'ai juste ouvert le tiroir. J'ai sorti un dossier. Et j'ai fait un seul pas qu'ils n'ont jamais vu venir. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Martha Winslow. J'avais 81 ans et j'avais passé la majeure partie de ma vie dans une petite ville à l'extérieur de Des Moines, dans l'Iowa. J'ai travaillé comme bibliothécaire scolaire pendant plus de 40 ans. Un métier qui me convenait, calme, fiable, entouré d'histoire. Après ma retraite, je suis restée dans la même maison en briques où j'avais élevé mon fils et plus tard aidé à élever ma petite fille. Elle n'était pas grande, mais elle était à moi, et je la remplissais de livres, de photographies encadrées et de ce genre de silence que l'on apprend à aimer quand tous les autres sont partis. Ce matin-là a commencé comme la plupart des autres. J'ai préparé une cafetière, j'ai nourri mon chat et j'ai lu le journal avec la radio jouant doucement en arrière-plan. J'aimais la routine. Elle donnait une forme à la journée, une structure. Et à mon âge, tout ce qui était prévisible était un réconfort. Ce n'est qu'en début d'après-midi, après avoir fini de plier le linge et m'être assise avec ma tablette, que quelque chose a attiré mon attention. Une notification clignotait sur l'écran. Une photo partagée par ma petite fille. J'ai appuyé dessus sans trop y penser. Et la voilà, mon arrière-petite-fille Lucie, souriant de toutes ses dents, vêtue d'une robe scintillante et d'un diadème trop grand pour sa petite tête. La légende disait « Notre douce Lucie a 6 ans aujourd'hui, journée magique avec les nôtres. » J'ai fixé l'image, mon doigt figé sur le verre. Derrière elle, il y avait des ballons, des décorations, une table couverte de cadeaux, un gâteau en forme de château. Il y avait aussi d'autres photos. Ses parents, ma petite fille et son mari, rayonnants, alors qu'ils l'aidaient à souffler les bougies. Des amis, des voisins, même des cousins éloignés, que je connaissais à peine. Mais pas moi. Je n'étais sur aucune photo. Je n'étais pas mentionnée. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête. Au début, j'ai pensé que la célébration était peut-être prévue pour plus tard, que j'avais manqué une publication précoce. J'ai vérifié mes messages. Rien. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'email. J'ai parcouru mon calendrier, me demandant si j'avais somehow noté la mauvaise date. Mais non, c'était le jour, son vrai anniversaire, et je n'avais pas été invitée. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était en petit comité. Peut-être qu'ils ont supposé que je ne voudrais pas venir. Mais les photos racontaient une autre histoire. Il y avait au moins 20 personnes à l'arrière-plan d'une photo, toutes souriantes, toutes rassemblées autour de Lucie. Ce n'était pas un dîner de famille tranquille, c'était une fête, une célébration, et je n'avais pas été incluse.
J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la douleur exactement, mais quelque chose de plus lourd, un poids qui pressait vers l'intérieur. Je suis restée très immobile, essayant de comprendre ce qui s'était passé, essayant de comprendre ce que j'avais fait pour mériter d'être oubliée, ou pire, délibérément exclue. Les souvenirs ont afflué. Je me suis souvenue de tenir Lucie le jour de sa naissance, emmaillotée dans une couverture vert pâle, son petit visage ridé et rouge. Je me suis souvenue de la promener dans le couloir, quand elle ne pouvait pas dormir, fredonnant des berceuses jusqu'à ce qu'elle ferme enfin les yeux. Je me suis souvenue de la garder pendant des heures, pendant que sa mère retournait à l'école, préparant des collations et lisant des histoires pour s'endormir, veillant tard, quand elle avait une toux juste, pour m'assurer qu'elle respirait régulièrement. Je me suis souvenue de toutes les petites choses, les choses invisibles, celles pour lesquelles personne ne vous remercie jamais. Le genre d'amour que vous donnez, parce qu'il est tissé dans vos os. Celui qui ne demande pas de reconnaissance, mais qui fait quand même mal quand il est ignoré. J'ai éteint la tablette et je suis restée assise en silence pendant un long moment. Dehors, les arbres étaient nus. Le vent portait un froid qui faisait grincer les fenêtres. J'ai écouté la maison s'installer autour de moi, le bourdonnement silencieux du réfrigérateur, le craquement occasionnel des vieux planchers. Tout était immobile, tout était ordinaire, sauf que maintenant, quelque chose en moi avait changé. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête, il s'agissait d'effacement, d'être laissé en dehors d'un moment dont j'aurais dû faire partie, de ne pas être vu. Je me suis levée lentement et je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé une autre tasse de thé, même si je n'en avais pas envie, juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. J'ai pensé à les appeler, à demander pourquoi, à prétendre que j'avais vu les photos par accident. Mais je savais quelle serait la réponse, ou plutôt, je connaissais le ton. Le rejet désinvolte, les excuses superficielles, le « nous pensions que ce serait trop pour toi » ou « tout s'est fait à la dernière minute ». Des mots conçus pour apaiser, pas pour expliquer. Je ne voulais pas être apaisée, je voulais la vérité, et je soupçonnais que je l'avais déjà. Il arrive un moment, tard dans la vie, où vous réalisez que la place que vous occupez dans la vie des gens n'est pas toujours celle que vous pensez. Vous supposez que l'amour signifie l'inclusion. Vous supposez que l'histoire signifie le respect. Mais parfois, les gens vous effacent de l'histoire, alors que vous êtes encore assise dans la pièce. J'ai posé la tasse de thé intacte sur le comptoir. Je suis retournée dans le salon et je me suis rassise dans le fauteuil près de la fenêtre. La lumière commençait à baisser. Le soleil était bas derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le sol. J'ai regardé les rayons dorés s'étirer sur le tapis, lents et certains, indifférents à ce qui se passait dans mon cœur. Je leur avais donné tout ce que j'avais, et ils m'avaient donné le silence, même pas la courtoisie de l'oubli, mais la cruauté de se souvenir et de choisir de ne pas s'en soucier. Le lendemain, j'ai essayé de me comporter comme si tout était normal. J'ai préparé un thé noir fort, j'y ai ajouté du citron et du miel. J'ai ouvert mon vieil agenda comme si j'avais des choses à faire, comme si quelque chose m'attendait à l'extérieur de ma maison. Mais tout cela n'était qu'une performance creuse, mise en scène par moi, pour un public inexistant. La vérité, c'est que je n'avais envie de rien, ni de lire, ni de cuisiner, ni d'écouter les nouvelles. Je ne bougeais que parce que rester immobile aurait signifié admettre à quel point j'avais été profondément blessée. J'ai passé un long moment, assise près de la fenêtre, à regarder le chien du voisin
courir après les feuilles rouges dans le jardin. L'automne était bien installé, et chaque rafale de vent arrachait des poignées d'or et de cuivre aux arbres. Je me suis souvenu comment, il y a des années, Lucie et moi avions collectionné des feuilles d'érable ensemble, les avions pressées dans de vieux cahiers d'écolier et en avions fait un album. Elle m'appelait Mamie Marty à l'époque, et elle courait pieds nus dans mon jardin comme une fée des bois. Je lui caressais les cheveux alors qu'elle s'endormait sur ma poitrine, et je pensais que le but de vieillir était peut-être de devenir l'encre silencieuse de quelqu'un. Maintenant, de ces soirées, il ne restait que des souvenirs, et une petite empreinte de main sur ma fenêtre que je ne pouvais me résoudre à effacer. J'ai pensé à la femme de mon petit-fils. Une femme vive, avec une voix claire et des yeux encore plus vifs. Il n'y avait jamais eu de chaleur entre nous. Elle me regardait toujours avec un sourire narquois, comme si elle cherchait dans chacune de mes paroles une critique cachée. Je n'ai jamais discuté. J'ai obéi, j'ai aidé, j'ai mordu ma langue quand elle a exigé que je garde les enfants 3 fois par semaine parce qu'elle n'avait pas le temps pour une nounou. J'ai fait tout ce qu'ils ont demandé, et plus encore. Et maintenant, apparemment, je n'étais pas assez importante pour être invitée à la fête d'anniversaire de la petite fille, pour qui j'avais tant sacrifié. Peut-être étais-je devenue gênante, vieille, trop silencieuse pour leur monde vibrant, rempli de fêtes, de publications, de stories Instagram et de séances photos organisées. Je ne cadrais pas avec leur nouveau cercle. Je n'étais pas une grand-mère à la mode. Je ne savais pas faire de vidéos. Je n'apparaissais pas dans des stories filtrées. J'étais juste disponible, quand on avait besoin de moi, jusqu'à ce que ce ne soit plus pratique. Ils appelaient quand ils avaient besoin d'aide. Mais quand venait le temps de la joie n'était pas pour moi. J'ai imaginé leurs rires, les applaudissements, les bougies soufflées. J'ai imaginé quelqu'un demandant où j'étais, et comment la femme de mon petit-fils aurait pu répondre nonchalamment « Oh, elle n'a pas pu venir » ou « Nous pensions que ce serait trop de monde pour elle », probablement avec un sourire. Le genre de ton qui élimine toute trace de culpabilité avant même qu'elle ne se forme. Parce que la culpabilité, après tout, nécessite un sentiment de faute, et ils n'en ressentaient aucune. Ils étaient certains d'avoir fait ce qu'il fallait. Et donc, j'étais assise là, seule, entourée par le silence d'une maison qui avait autrefois résonné des premiers pleurs de mon fils, des premiers pas de ma petite fille, du premier rire de Lucie. Cette maison, dont chaque coin était imprégné de l'histoire de notre famille, semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. J'étais devenue une invitée dans un endroit qui était autrefois le mien. Je me suis souvenue d'une femme d'un club de lecture que j'animais autrefois à la bibliothèque. Elle avait dit « La solitude, ce n'est pas quand on est seul, c'est quand on est parmi les siens et qu'on se sent quand même inutile. » À l'époque, cela semblait poétique. Maintenant, c'était simplement exact. J'ai allumé la télévision pour combler le silence. Une vieille sitcom passait, et les rires en boîte crépitaient à travers les haut-parleurs, mécaniques, identiques, dérangeants. Ça m'agaçait, comme quelqu'un qui rit dans la pièce d'à côté à une blague que je ne comprends pas. J'ai coupé le son, mais l'écran continuait de clignoter, diffusant des scènes de la vie de quelqu'un d'autre, joyeuse, insouciante, tout comme ces photos. Ils riaient, et j'étais assise en dehors de leur monde, séparée par un verre invisible des gens que j'aimais. Et dans ce silence, au-delà de cette barrière, il ne me restait qu'une seule chose à comprendre. Pourquoi tout ce que j'avais fait n'était plus suffisant? La réponse n'est pas venue.
seulement l'épuisement. Lourd, épais. Je me suis levée et j'ai lentement marché vers la chambre pour mettre ma robe de chambre. En chemin, je me suis arrêtée devant une vieille commode. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti un dossier poussiéreux. À l'intérieur se trouvaient des papiers que je n'avais pas touchés depuis des années. Je ne cherchais pas la vengeance, je cherchais la vérité. Et je l'ai trouvée parmi ces lignes grises et cette encre fanée. Il m'avait oublié. Mais moi, je me souvenais de tout. Et maintenant, ce souvenir avait un prix. Le lendemain matin était exceptionnellement calme, même pour ma maison. Je me suis réveillée tôt, bien avant que le soleil ne se lève sur les arbres dénudés, et je suis restée assise au bord de mon lit un long moment, sans bouger. Je n'étais pas fatiguée, mais je n'étais pas reposée non plus. Mon corps me semblait lourd, comme si chaque partie de moi avait été alourdie par des souvenirs que je n'avais pas demandé à porter. J'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai traversé le couloir, mes pantoufles frôlant doucement le parquet. Dans la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et j'ai allumé le feu à basse température. Le léger sifflement de la flamme était le seul son. Je n'ai pas allumé la radio ce jour-là. Je ne voulais pas entendre les voix des autres remplir ma maison d'un bruit auquel je ne pouvais pas m'identifier. La bouilloire a bouilli, et j'ai versé l'eau dans ma tasse préférée, celle avec l'anse ébréchée et les roses fanées. J'ai mis un sachet de thé, et je me suis assise à la table pour attendre, regardant l'eau s'assombrir lentement. Un petit tourbillon de couleur au milieu de la tasse. Je ne l'ai pas bu tout de suite, je l'ai laissé infuser. Au lieu de cela, j'ai ouvert le vieux tiroir près du réfrigérateur et j'ai sorti une liasse de documents. Ils avaient été rangés il y a des années, presque intacts, pliés et repliés jusqu'à ce que les coins se soient adoucis. Je les ai étalés avec soin, sur la table. Titre de propriété, contrat de prêt, un formulaire de fiducie que je me souvenais à peine avoir signé. Le cachet du notaire encore visible, l'encre bavée par le temps. J'ai passé la main sur les pages, le papier frais sous mes doigts. J'avais toujours bien tenu mes dossiers. Je n'étais pas du genre à ignorer les petits caractères. Quand mon mari est décédé, j'avais tout repris en main. Factures, relevés bancaires, formulaires médicaux. Même après que mon fils ait grandi, même après que ma petite fille se soit installée avec son nouveau mari, j'ai gardé l'habitude. Je classais les choses. J'étiquetais. Je documentais. Je n'ai jamais aimé me fier uniquement à la mémoire. Les souvenirs changent. Mais le papier ne ment pas. Le thé avait refroidi quand je l'ai attrapé. J'ai pris une gorgée quand même. L'amertume m'a surprise. J'ai reposé la tasse et j'ai reporté mon attention sur les formulaires. Il y avait une copie de l'accord que j'avais signé des années auparavant, quand ils avaient eu besoin d'aide pour l'acompte de leur maison. Ma petite fille était enceinte à l'époque, et ils avaient eu des difficultés. Ils sont venus me voir un soir avec des yeux pleins d'espoir et des voix fatiguées, demandant de l'aide. Ils ont promis que ce serait temporaire. Ils ont promis que je ne le regretterais jamais. Je les avais crus. Je voulais les croire. J'ai donc offert mes économies en garantie. Pas tout, mais assez pour faire pencher la balance avec la banque. Je me souviens de la conversation avec l'agent de crédit. Je me souviens de l'avertissement. Cela fait de vous une cosignataire, madame. Si quelque chose tourne mal, vous êtes légalement liée à la dette. J'ai hoché la tête, j'ai signé et j'ai rangé la copie dans mon dossier. Je n'en ai plus jamais parlé. Je ne voulais pas qu'il se sente redevable envers moi. Ce n'était pas le but. Mais maintenant, assise là, avec ce papier devant moi,
Je le voyais différemment. À l'époque, je pensais les aider à construire un avenir. Mais ce n'était pas un avenir dont j'étais censée faire partie. Une fois qu'ils ont eu la maison, les meubles, le jardin, pour que Lucie puisse jouer, je suis devenue moins nécessaire, moins visible. Je n'étais plus la fondation. J'étais l'échafaudage, destiné à être retiré une fois que la structure tenait debout toute seule. J'ai tourné la page suivante. Une lettre de mon avocate, datée d'il y a 2 ans. Nous avions créé une fiducie révocable pour ma succession, incluant les fonds que j'avais mis de côté pour les urgences. À l'époque, je lui avais demandé d'inclure une clause, quelque chose sur lequel j'avais insisté après avoir entendu un commentaire négligent de ma petite fille. Je voulais une protection, non pas contre des étrangers, mais contre les personnes que j'avais le plus aimées. Cela semblait paranoïaque à l'époque. Maintenant, cela semblait prophétique. J'ai suivi la ligne du document avec mon doigt. La formulation était précise. En cas de négligence, d'exclusion ou de rupture d'un engagement familial verbal, le fiduciaire se réserve le droit de réaffecter ou de retirer le soutien financier. Une clause discrète. Une phrase enfouie dans une mer de langage juridique. Mais c'était assez. Assez pour agir. Assez pour reprendre le pouvoir que j'avais oublié de détenir encore. La maison était techniquement à eux. Mais le coussin financier qui les maintenait à flot, le tampon entre la stabilité et l'effondrement, cela était toujours lié à moi. J'ai rassemblé les papiers et je les ai remis dans le dossier. Pas brutalement, pas avec colère, juste avec clarté. Je me suis levée, j'ai rincé mon thé intact et j'ai laissé l'eau couler un moment, le jet régulier et froid. Dehors, un oiseau s'est posé sur la clôture, a picoré une fois le bois et s'est envolé. Je l'ai regardé disparaître dans les branches de l'érable, maintenant nu. Le vent poussait contre les fenêtres, en lente rafale, faisant vibrer les vieilles vitres. Ce matin-là, je ne me sentais pas triomphante, je ne me sentais pas en colère, je me sentais calme, comme une femme qui dormait et qui s'était enfin réveillée. Il m'avait oubliée, m'avait laissé hors du tableau, avait effacé ma place à la table. Mais moi, je ne les avais pas oubliés. Et le papier, contrairement aux gens, se souvient. J'ai passé le reste de la journée avec une immobilité qui me semblait inconnue, comme marcher dans l'eau, où tout est plus lourd et plus lent, mais étrangement clair. Il n'y a pas eu de décision frénétique, pas d'explosion émotionnelle, seulement de petits pas silencieux, un à la fois. Je savais que tout ce que je choisirais de faire ensuite ne serait pas bruyant. Ce n'était pas nécessaire. Les choses les plus bruyantes, j'avais appris, étaient souvent celles dites en silence. J'ai ouvert mon vieux carnet d'adresses et j'ai trouvé le numéro que je n'avais pas composé depuis des mois. Le nom de mon avocate était écrit à l'encre bleue fanée, légèrement bavé par des années à feuilleter les pages. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Sa voix à l'autre bout était calme, professionnelle, avec juste assez de chaleur pour me rappeler pourquoi je lui avais tout confié. Je lui ai dit que je devais revoir une clause dont nous avions discuté auparavant, celle que nous avions écrite discrètement, presque hypothétiquement, comme une sauvegarde. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement dit qu'elle allait commencer le processus. J'ai passé le reste de la matinée à parcourir mes dossiers, à organiser, à réviser, à faire des copies si nécessaire. J'ai travaillé lentement, délibérément. Le rythme de trier des papiers, de cliquer sur des dossiers et de glisser des documents en place m'a procuré une étrange paix.
Il y avait quelque chose de réconfortant à toucher du papier qui avait du poids, légalement, émotionnellement, historiquement. C'était une sorte de preuve, un enregistrement que j'avais existé, que j'avais contribué, que j'avais compté de manière tangible. En milieu d'après-midi, j'avais tout ce dont j'avais besoin emballé dans une grande enveloppe, scellée et étiquetée. Je l'ai placée près de la porte, où je n'oublierai pas de l'emmener au bureau de poste. Pas urgent, mais opportun. Il fallait qu'elle arrive avant la fin de la semaine. Il n'y avait pas d'urgence, pas de menace, seulement du timing. J'ai préparé une deuxième tasse de thé, la buvant cette fois-ci pendant qu'elle était chaude. Je me suis assise sur la terrasse arrière, enveloppée dans un vieux châle, laissant le vent jouer avec les extrémités de mes manches. Le soleil était doux, pâle, commençant à décliner. J'ai regardé les ombres s'étirer dans le jardin où Lucie jouait autrefois. Je pouvais encore la voir là, dans ma mémoire, courant après les papillons, avec des cheveux en désordre et les pieds nus. J'ai souri, mais cela n'a pas atteint ma poitrine. Plus tard, j'ai descendu le vieux coffre-fort du haut du placard du couloir. À l'intérieur se trouvaient des choses que je n'avais pas regardées depuis des années. Des lettres de mon mari, des photos aux couleurs fanées, ses médailles de service, des certificats de naissance, des relevés de compte, le titre de propriété original de la maison familiale. Je les ai étalés sur le lit, comme des preuves, dans une affaire silencieuse. Pas contre quelqu'un, juste pour moi. Un rappel. Ma vie avait été faite de 1000 choix silencieux, et ce serait un de plus. J'ai tapé une lettre ce soir-là. Pas à eux, à la banque, au fiduciaire, à la compagnie d'assurance, chacune avec son propre ton, professionnel, mesuré, complet. Je les ai imprimées une par une, je les ai signées à l'encre bleue, je les ai pliées avec soin, et j'ai scellé les enveloppes. Elles étaient posées sur le coin de mon bureau, lourdes d'intention. Après le dîner, j'ai fait le tour de la maison en éteignant les lumières, une pièce à la fois. Le clic de chaque interrupteur résonnait dans l'immobilité, une petite marque de ponctuation à la fin d'une longue journée. Dans la chambre, j'ai ouvert la fenêtre, juste un peu, pour laisser entrer l'air frais. J'aimais dormir avec la brise, même si cela rendait la pièce plus froide. Cela me rappelait que j'étais toujours vivante, que je respirais toujours capable de changer. J'ai tiré les couvertures jusqu'à mon menton et j'ai fixé le plafond, où un faible clair de lune peignait des motifs changeants à travers les arbres. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Je ne savais pas comment il réagirait. Peut-être avec colère, peut-être avec confusion, peut-être rien du tout. Mais je savais que le monde avait commencé à tourner différemment maintenant. Je l'avais poussé, doucement mais délibérément, à se réaligner. Non pas par vengeance, pas même par douleur, mais parce que le silence a un poids. Et parfois, la seule façon de survivre à l'oubli est de rappeler discrètement au monde que vous êtes toujours là. Je n'ai pas dormi facilement, mais j'ai dormi en sachant que j'avais bougé. Pas bruyamment, pas avec force, mais avec un but. Le matin est arrivé avec une netteté dans l'air qui a traversé les fenêtres avant même que j'aie tiré les rideaux. Je me suis réveillée tôt, encore une fois, bien avant que le soleil ne touche la cime des arbres devant ma chambre. Il y avait un rythme différent dans la maison ce jour-là, toujours calme, mais plus lourd. Je me suis déplacée plus lentement, non pas à cause de la fatigue, mais parce que je voulais être délibérée à chaque pas. Je ne flottais plus à travers les jours en attendant d'être rappelée. J'avais fait quelque chose, même si personne ne le savait encore. Je me suis assise à la table de la cuisine
avec une nouvelle tasse de thé, et j'ai fixé la vapeur qui s'élevait en ruban. De l'autre côté de la fenêtre, les arbres étaient nus, leurs branches fines et exposées. Les dernières feuilles étaient tombées pendant la nuit, jonchant la pelouse d'une couverture d'ambre et de brun. C'était le genre de vue qui me rendait autrefois nostalgique, mais maintenant, elle me faisait ressentir autre chose, de la détermination. J'ai pensé à toutes les années que j'avais données, à tous les petits sacrifices qui n'avaient jamais été remarqués. Les nuits tardives passées à plier du linge qui n'était pas à moi. Les sacs de course montés dans les escaliers pour que quelqu'un d'autre n'ait pas à le faire. Les cartes d'anniversaire achetées et signées au nom d'autres, juste pour que personne ne se sente oublié. J'avais été la main silencieuse derrière tant de gestes d'amour qui ont été revendiqués par d'autres. Et je n'avais jamais demandé de crédit. Je ne voulais pas de scène. Je voulais juste être vue. J'ai repensé à Lucie, à la façon dont elle tenait mon doigt avec toute sa main quand elle était petite. Comment elle s'endormait dans le creux de mon bras, comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Je me suis demandé si elle s'en souviendrait, ou si ses souvenirs seraient modifiés par ceux qui pensaient que j'avais survécu à mon utilité. Les enfants se souviennent de ce qu'on leur dit de se souvenir, et je ne faisais plus confiance au conteur. J'ai rejoué des moments qui m'avaient semblé insignifiants à l'époque. La fois où j'ai tout laissé tomber pour aller chercher ma petite fille à l'aéroport quand son vol était retardé et que son mari ne pouvait pas venir. Le jour où j'ai annulé mon propre rendez-vous chez le médecin pour garder Lucie parce qu'ils avaient oublié de réserver une baby-sitter. La fois où je leur ai prêté de l'argent pour des réparations de voiture sans demander quand ou si ils seraient remboursés. Rien de tout cela n'avait été grand ou dramatique. Juste le goutte à goutte constant d'un amour offert sans condition. Et à la fin, il avait été pris pour acquis comme un robinet qui ne tarit jamais. Maintenant, avec la fiducie gelée, les comptes en cours d'examen et le soutien financier sur lequel il comptait temporairement suspendu, j'imaginais les appels qu'il pourrait passer. À la banque, l'un à l'autre. J'imaginais la confusion, laissant place à l'agacement. Puis peut-être, finalement, à la peur. Et je me suis demandé s'il penserait à moi à ce moment-là, non pas avec chaleur, mais avec reconnaissance. Reconnaissance que j'avais été plus qu'une commodité, plus qu'un nom sur un chèque, plus qu'une figure de fond dans leurs vies organisées. Je ne ressentais aucune culpabilité. Je leur avais donné tout ce que je pouvais, et plus encore. Ce que je faisais maintenant n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. Je levai le voile de l'hypothèse qu'ils avaient drapé sur moi, les laissant voir la forme de mon absence, non seulement dans leur maison ou leur fête, mais dans le fondement même de leur confort. Le courrier est arrivé en milieu de matinée. Je suis restée à la porte d'entrée un moment, avant de l'ouvrir, écoutant le faible bourdonnement du camion de livraison qui s'éloignait. Dans la petite pile d'enveloppes se trouvait une carte. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, celle de ma petite fille, bouclée et rapide. Je l'ai ouverte lentement, avec précaution, comme si elle pouvait contenir quelque chose de fragile. À l'intérieur, une photo de Lucie à sa fête, la bouche ouverte dans un grand rire joyeux, les joues roses de sucre et d'excitation. Sous l'image, 3 mots. J'aurais aimé que tu viennes. Il n'y avait aucune explication, aucune invitation, aucune excuse, juste 3 mots qui dégoulinaient de performance. Pas destinés à moi, pas vraiment. Destinés à créer un précédent, destinés à dire qu'ils avaient essayé. J'ai mis la carte de côté et je suis retournée à mon thé.
Il avait de nouveau refroidi. Je l'ai bu quand même. Cet après-midi-là, j'ai sorti un carnet du tiroir à côté du téléphone. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années. Il sentait encore le vieux papier et la poussière. J'ai commencé à écrire. Pas des lettres, pas des déclarations, juste des pensées, des souvenirs, des fragments, des vérités. J'ai écrit sur les petites façons dont les gens disparaissent les uns des autres, non pas par des explosions, mais par l'érosion, par 1000 appels manqués, anniversaires oubliés, merci non dits. J'ai écrit parce que cela m'aidait à comprendre que je n'avais pas été effacée d'un seul coup. C'était arrivé par étapes, et maintenant je me rassemblais simplement de la même manière, silencieusement, délibérément, mot par mot. Le soir, le ciel est devenu cendré. Un gris terne s'étendait à l'horizon, et les lampadaires se sont allumés, un par un, comme des yeux fatigués, s'ouvrant dans l'obscurité. J'ai allumé une bougie dans le couloir, non pas pour l'ambiance, mais pour la chaleur. Quelque chose dans la petite flamme rendait la maison moins vide. Je ne m'attendais pas à un coup à la porte. Je ne m'attendais pas à des fleurs, ni à des messages vocaux, ni à des larmes soudaines. Les gens qui oublient ne se souviennent pas simplement parce qu'on le leur rappelle. Parfois, ils s'obstinent, réécrivent, prétendent que ça a toujours été comme ça. Je n'avais aucune illusion, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais le passé, intact. J'avais des preuves. J'avais des pages qui portaient mon nom, des signatures qui ne pouvaient être défaites, des documents qui parlaient quand je ne le pouvais plus. J'avais le pouvoir de décider de la suite, non pas pour eux, mais pour moi. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était assez. Le matin après le gel de la fiducie, je me suis réveillée avec une étrange clarté d'esprit, comme si quelque chose de lourd s'était enfin déplacé juste assez pour que je puisse respirer plus profondément. La maison semblait plus froide que d'habitude. J'ai enfilé un pull plus épais et je suis allée dans la cuisine. Je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je préférais l'aube grise filtrant par les fenêtres, douce et sans jugement. J'ai de nouveau préparé du thé. C'était devenu plus un rituel qu'un rafraîchissement ces derniers temps. Faire bouillir l'eau, choisir un sachet, verser, infuser, attendre. Je suis restée au comptoir, alors que l'odeur de la camomille s'élevait dans l'air. Mes doigts tapotaient légèrement sur la céramique, alors que je fixais les arbres novembreux et cassants. Rien n'avait changé à l'extérieur. La rue avait la même apparence. La boîte aux lettres se tenait comme d'habitude. Le monde ne savait pas ce qui s'était passé. Mais moi, je le savais. Je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains enroulées autour de la tasse chaude, et j'ai attendu. Pas un coup à la porte, ni un appel, ni un titre de journal. J'ai attendu le sentiment qui viendrait ensuite. Le regret, peut-être. Le doute. Mais aucun n'est venu. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la stabilité. C'est ce qui m'a le plus surprise. Non pas le silence de leur part, mais le calme en moi. En milieu de matinée, le premier appel est arrivé. Le téléphone a sonné 3 fois avant que je ne le décroche, que je jette un coup d'œil à l'écran et que je le laisse sonner jusqu'à la fin. Ma petite fille. J'ai regardé son nom disparaître de l'écran comme une marée qui se retire. Quelques minutes plus tard, un autre appel. Son mari. Je l'ai laissé passer aussi. Je n'étais pas cruelle. Je ne punissais pas. Je n'étais tout simplement pas prête à entendre un fatras d'excuses et de confusion. Quelles que soient les conversations à venir, elles devaient beau commencer ailleurs que dans le désespoir. J'ai coupé la sonnerie. Le reste de la journée s'est déroulé au ralenti.
J'ai fait la lessive. J'ai plié les draps. J'ai épousseté les plaintes. J'ai essuyé les cadres photos dans le couloir. Le visage de Lucie me souriait depuis l'un d'eux, pris il y a des années dans un champ de citrouilles, les joues maculées de terre et de joie. Je me suis arrêtée là un long moment, non pas parce que j'étais triste, mais parce que je ne l'étais pas. Cette photographie me rappelait une époque où tout semblait encore réel, où j'étais plus qu'une faveur, ou une figure de fond. Je me suis souvenu à quel point elle me tenait la main, ce jour-là. Comment elle insistait pour que je la porte, même si elle était parfaitement capable de marcher. Ce poids avait été autrefois le fardeau le plus précieux du monde. L'après-midi, le silence à l'autre bout des appels s'est transformé en SMS, puis en email. Je ne les ai pas ouverts, je n'en avais pas besoin. Je pouvais imaginer leur contenu, de la panique mêlée de politesse, de l'inquiétude, enveloppée de justification. J'avais vécu assez longtemps pour connaître la cadence du regret lorsqu'il naît de la conséquence plutôt que de la conscience. Vers 4 heures, j'ai vu leur voiture s'arrêter à l'extérieur. Ils ne sont pas sortis. Ils sont juste restés là, dans l'allée, pendant plusieurs minutes. Je suis restée derrière le rideau, observant sans me révéler. Finalement, la portière passager s'est ouverte. Ma petite fille est sortie, tenant une petite boîte. Elle s'est approchée du porche, s'est arrêtée et l'a posée avec soin près de la porte d'entrée. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle est retournée à la voiture et ils sont partis. J'ai attendu un moment avant d'ouvrir la porte. La boîte était emballée dans du papier kraft et attachée avec de la ficelle. Il y avait une carte collée sur le dessus. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai rentrée, je l'ai posée sur la table de la cuisine et je me suis préparé une autre tasse de thé. Ce n'est qu'après m'être rassise que j'ai décollé le ruban adhésif. À l'intérieur de la boîte se trouvait un album photo, un nouveau. Sur la première page se trouvait une photo imprimée de la fête d'anniversaire de Lucie. L'une de celles que j'avais vues en ligne, sauf que celle-ci avait été modifiée, recadrée, soigneusement recadrée. Dans la nouvelle version, l'angle était plus large, et j'étais à l'arrière-plan, flou, involontaire, mais visible. Un fantôme dans le cadre. J'ai fermé l'album. Le geste ne m'a pas mise en colère. Il ne m'a pas non plus réchauffée. Il ressemblait à un bouche-trou. Une pause avant une vraie phrase. Ils essayaient, à leur manière. Mais je n'étais pas encore prête à décider de ce que cela signifiait. J'ai passé le reste de la soirée dans le salon, recroquevillée sous la même couverture, tricotée, que je possédais avant même la naissance de ma petite fille. La télévision est restée éteinte. J'ai allumé une bougie et j'ai écouté le vent frôler les fenêtres. Ils avaient toujours supposé que je serais là, quoi qu'il arrive. Que ma présence était une évidence, comme une lumière de porche laissée allumée au cas où. Mais les lumières de porche ne brûlent pas éternellement. Elles faiblissent. Elles vacillent, et parfois on les éteint intentionnellement. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêve, juste une immobilité qui venait de quelque part de profond, comme une pierre qui se met en place. Quelque chose avait changé, pas en eux, en moi. Je n'attendais plus. Cela a commencé par une annonce. Je l'ai vue par accident, vraiment. Je ne la cherchais pas. Je parcourais simplement par habitude, faisant défiler la section immobilière du journal local, en sirotant mon thé du matin. Mais elle était là. La maison. Leur maison. Celle que je les avais aidés à acheter, celle qu'ils avaient remplie de nouveaux meubles et de sourires blancs et vitreux, celle où je n'avais pas été invitée depuis près d'1 an. En vente.
avec des lettres grasses qui disaient « Vendeur motivé, prix pour vendre vite ». Mes yeux n'ont pas quitté la page pendant plusieurs minutes. J'ai relu l'annonce encore et encore, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins définitif. Mais non, l'adresse était indubitable. La même rue bordée d'arbres. Le même numéro gravé dans ma mémoire par des formulaires, des enveloppes et des documents bancaires que j'avais classés il y a longtemps. Mes mains reposaient sur la table, mes doigts tremblant légèrement. Non pas de choc, mais de quelque chose de plus calme, la confirmation. J'ai plié le journal et je l'ai posé à côté de mon thé. La chaleur s'était depuis longtemps dissipée. Au cours des jours suivants, l'annonce s'est propagée en ligne. Une photo de l'extérieur, revêtement blanc frais, une couronne toujours accrochée à la porte d'entrée, des parterres de fleurs soigneusement entretenus. En surface, cela ressemblait à une maison heureuse. Mais je savais mieux. C'était une maison construite sur la commodité, sur des suppositions, sur l'échafaudage fragile d'attentes silencieuses. C'était une maison payée en partie par une femme qu'il ne considérait plus comme nécessaire. Et maintenant, elle était à vendre. Les rumeurs voyagent vite dans les petites villes. À la fin de la semaine, une voisine l'a mentionné, en passant, alors que nous étions dehors, à arracher les mauvaises herbes. Elle ne connaissait pas les détails. A juste dit que c'était étrange. Soudain, aucun panneau à vendre n'avait encore été planté dans le jardin, ce qui donnait l'impression que tout était précipité. Elle m'a demandé si j'avais entendu quelque chose. J'ai secoué la tête et j'ai changé de sujet. Je n'avais pas besoin d'entendre les détails. Je savais ce qui s'était passé. Sans les fonds de la fiducie accessible, sans le filet de sécurité financier sur lequel ils en étaient venus à compter, ils avaient glissé dans quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Les mensualités de l'hypothèque étaient probablement trop élevées pour qu'ils puissent les gérer seuls. Le style de vie qu'ils avaient maintenu, les frais de scolarité, la nouvelle voiture, les rénovations du jardin, n'avaient jamais vraiment été à leur portée. Il avait été emprunté, non seulement aux banques, à moi. Et maintenant, l'illusion s'effondrait. Une partie de moi s'attendait à ce qu'ils reprennent contact, pour expliquer, pour donner un contexte. Mais après la carte et l'album photo, rien d'autre n'est venu. Juste le silence. J'imaginais qu'ils étaient trop embarrassés, ou trop en colère, ou peut-être qu'ils ne comprenaient toujours pas tout à fait comment tout avait changé si rapidement. Mais moi, je le savais, parce que je l'avais vu venir depuis des années. Les demandes désinvoltes qui sont devenues des attentes. La distance émotionnelle qui a grandi à chaque faveur rendue. Ils avaient dit cesser de me voir comme une personne et avaient commencé à me voir comme une fonction, un compte, une commodité, une figure de fond, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et quand cette fonction a cessé de les servir, leur monde a basculé. Je ne me réjouissais pas. Je ne me sentais pas triomphante. En vérité, je ressentais une sorte de deuil. Pas pour la maison, pas même pour eux, mais pour ce qu'elle symbolisait. C'était autrefois une promesse, un nouveau départ, une croyance partagée en quelque chose de stable. Et maintenant, ce n'était plus qu'une maison en papier, s'effritant sur les bords parce que personne ne s'était assez soucié de renforcer les fondations. L'idée qu'ils pourraient devoir la quitter, le salon aux hautes fenêtres, la chambre d'enfant que j'avais aidé à peindre, la cuisine où j'avais autrefois remué de la soupe pendant que Lucie était assise sur le comptoir en balançant les jambes, me semblait surréaliste. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le papier ne pleure pas.
Il se plie simplement. Je me suis demandé si Lucie comprenait ce qui se passait, si elle remarquait la tension, les disputes étouffées, le changement soudain de routine. Les enfants remarquent plus de choses que nous ne le pensons. Je l'imaginais posant des questions, sentant le stress dans l'air, manquant des choses qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. J'espérais qu'il serait honnête avec elle. J'espérais qu'il ne ferait pas de moi la méchante de leur histoire. Mais même s'il le faisait, je savais que la vérité resterait dans les espaces entre les faits, dans les documents signés, les dates enregistrées, les bilans ajustés. Je n'avais pas agi par dépit. J'avais agi par nécessité, pour leur rappeler, et peut-être à moi-même, que le soutien n'est pas la même chose que l'obligation, que l'amour n'est pas une licence. L'annonce est restée en ligne pendant des semaines. Prix réduit, puis encore. Journée porte ouverte ce samedi. Chaque mise à jour comme un battement de cœur, marquant la lente retraite d'un rêve qu'ils n'ont jamais pleinement apprécié. Je regardais de loin, non pas avec des jumelles ou des commérages, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait déjà pleuré la perte bien avant que les murs ne commencent à tomber. Je n'avais pas besoin de passer en voiture. Je n'avais pas besoin de regarder par les fenêtres. J'avais déjà vécu le démantèlement, dans les appels non passés, dans les invitations non envoyées, dans les noms non prononcés. Ce n'était jamais juste une maison. C'était une preuve. La preuve que même les structures les plus solides s'effondreront si elles sont construites sur une fondation qui oublie qui a posé la première brique. La maison était silencieuse, comme seules les vieilles maisons peuvent l'être, remplie du doux bourdonnement de la poussière déposée et des horloges qui tic-tac, du craquement occasionnel du plancher comme un souvenir chuchoté. J'avais recommencé à apprécier le silence, non pas comme un vide, mais comme une présence. Il m'entourait doucement, comme un châle serré autour de mes épaules. Le bruit de leur vie, de besoins, d'attentes, de mépris désinvolte, s'était estompé en quelque chose de lointain, et il ne me manquait pas. Mes matinées sont devenues des rituels de choix. Je me réveillais quand je le voulais, parfois tôt, parfois après que le soleil ait déjà illuminé le couloir. J'ouvrais lentement les rideaux, laissant la lumière tomber en lignes obliques sur le parquet. Je préparais du thé, non pas parce que quelqu'un en avait besoin, mais parce que j'en avais envie. Je restais en robe de chambre plus longtemps. Je laissais la chaleur de la tasse rester dans mes mains, et je regardais le monde depuis ma fenêtre de cuisine, n'attendant plus que quelqu'un frappe, appelle ou se souvienne. Le jardin avait besoin d'entretien. Les mauvaises herbes avaient recommencé à pousser à travers le sol, comme elles le faisaient toujours à cette période de l'année. J'ai enfilé des gants, et j'ai plongé mes mains dans la terre, l'odeur de la terre m'ancrant dans le moment présent. J'ai planté des bulbes que je remettais à plus tard depuis des saisons, non pas pour que quelqu'un d'autre les admire, mais simplement pour voir ce qui fleurirait. L'acte de soin sans public, sans transaction, me semblait sacré. À l'intérieur de la maison, je me suis déplacée de pièce en pièce, rangeant les choses qui ne me semblaient ne plus m'appartenir. Des boîtes de vêtements d'occasion, des piles de cartes avec des noms qui étaient devenus creux. Je n'étais pas en colère, j'étais prête. Chaque tiroir vidé ressemblait à une expiration. J'ai donné ce qui pouvait être utilisé. J'ai recyclé ce qui ne le pouvait pas, et j'ai brûlé quelques lettres dans la vieille cheminée, juste pour sentir leur poids s'élever dans la fumée. J'ai recommencé à écrire, non pas de la manière tendue et pleine d'espoir que j'avais autrefois, des lettres implorant une reconnexion, des emails laissés sans réponse, mais de ma propre voix, des nouvelles,
des fragments de mémoire. J'ai rempli des pages de pensées que je n'avais partagées avec personne depuis des années. Certaines joyeuses, certaines tristes, certaines incertaines. Mais elles étaient à moi. J'écrivais le soir, quand la lumière devenait douce et dorée, et que la maison semblait respirer avec moi. Un après-midi, j'ai marché jusqu'au lac. Ce n'était pas loin, juste après l'école où j'avais l'habitude de faire du bénévolat. Le chemin était plus calme maintenant, bordé d'arbres nus et de bancs usés par le temps. Je me suis assise pendant 1 heure sur un banc près du bord de l'eau, enveloppée dans une écharpe, le vent froid sur mon visage. Des canards flottaient, indifférents à tout. Un père est passé en courant avec son enfant dans une poussette, de la musique jouant doucement depuis son téléphone. La vie continuait, et je l'ai laissé faire. Au magasin, quelqu'un m'a demandé comment j'allais. J'ai souri, et j'ai dit que j'allais bien. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Je ne me suis pas lancée dans des mises à jour sur la famille, ni n'ai essayé de dissimuler la fracture avec des phrases toutes faites. J'ai laissé la conversation rester légère, simple. J'apprenais que tous les silences n'avaient pas besoin d'être comblés, que toutes les absences ne nécessitaient pas d'explication. Ils n'avaient pas appelé depuis des semaines. Je ne m'y attendais pas. La vague de choc initial était passée, et j'imaginais qu'ils étaient occupés à reconstruire la version de la vie qu'ils pouvaient reconstituer sans moi. Je ne savais pas où ils vivaient maintenant. Je n'ai pas demandé. S'ils voulaient que je le sache, ils me le diraient. Et s'ils ne le voulaient pas, je me porterais bien de ne pas le savoir. Je n'étais pas amère. J'en avais fini. Il y a une sorte de paix qui vient quand on cesse de garder une place pour les gens qui traitent votre présence comme un bouche-trou. J'avais passé des années à me plier dans les marges de leur vie, toujours soucieuse de ne pas prendre trop de place. Maintenant, je me dépliais, tranquillement mais pleinement, au centre de ma propre histoire. J'ai trouvé un nouveau livre à la bibliothèque, un roman que je voulais lire depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. Je l'ai emprunté, ainsi que 2 autres. Je me suis assise dans le coin, lecture près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, et je me suis laissé disparaître dans les mots de quelqu'un d'autre. Le soleil s'est déplacé sur les pages. Des heures ont passé sans urgence. Ce soir-là, j'ai allumé une seule bougie sur la table de la salle à manger. J'ai préparé un dîner simple pour une personne, et je me suis versé un verre de vin. Je ne me sentais pas seule, je me sentais entière. Le calme était à moi maintenant. Non pas une sentence à endurer, mais une ponctuation que j'avais méritée. J'ai porté un toast à personne et à tout, à la vie que j'avais construite, aux limites que j'avais revendiquées, au temps qui était enfin à moi.